Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à cette cyberattaque aux États-Unis. Des hackers ont attaqué la société Kaseya ce week-end, paralysant plus de 1000 entreprises dans le pays. C'est une attaque par rançongiciel, un programme informatique qui paralyse les systèmes d'une entreprise et qui exige une rançon. Cette attaque est la dernière d'une longue liste sur le sol américain. Le géant de la viande, JBS, ou encore le gestionnaire d'oléoduc Colonial Pipeline, la compagnie de ferry du Massachusetts, des collectivités locales et encore des hôpitaux. Joe Biden a évoqué ces cyberattaques lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine à Genève. Elles sont les nouvelles menaces d'aujourd'hui. Alors, comment expliquer l'ampleur de leur impact? Jusqu'où peut aller cette menace? Pourquoi les États sont-ils si vulnérables? Comment se protéger? Ces cyberattaques sont-elles finalement les outils d'une nouvelle guerre géopolitique entre les États-Unis, la Russie et la Chine? On en parle tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Bernard Benamou. Bonjour, vous êtes secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Bienvenue à vous. Également avec nous Nicolas Arpagian. Bonsoir et bienvenue, enseignant à l'École nationale supérieure de la police et auteur de la cybersécurité. Et c'est au PUF. Est avec nous par Skype de Genève Jean-Marc Ricli, directeur des risques globaux et émergents, Centre de politique de sécurité de Genève, co-auteur de La guerre par supplétif, la transformation de la guerre au XXIe siècle. Et c'est chez Georgetown University Press. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bon. On attend également par Skype Raina Stambolitska qui donc va nous rejoindre, qui est également une experte en cybersécurité. Avant de démarrer, je voudrais justement écouter le patron de l'entreprise qui s'est fait hacker, qui s'est fait attaquer ce week-end, le patron de l'entreprise Kaseya. C'est effrayant, croyez-moi, quand je vous dis que nous sommes partout auprès des quelques 40 fournisseurs de services et des quelques 50 clients qui ont été touchés. Nous essayons d'aider et de faire tout ce qui est possible. Mais pour ceux qui ne sont pas aidés, c'est effrayant pour eux parce que c'est l'inconnu. Nicolas Arpagian, pour faire un peu de pédagogie, tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle justement ces rançons, ces systèmes de rançon après hacking, en fait? Est-ce que ça devient de plus en plus la norme dans ces attaques? Alors, c'est un mode opératoire essentiellement crapuleux, c'est-à-dire que l'attaquant va faire en sorte d'envoyer un message. Alors, ça peut être par des pièces jointes, ça peut être par des liens infectés à l'intérieur d'un message. Un collaborateur, un agent de la structure destinataire va cliquer dessus et ça va démarrer le chiffrement d'un certain nombre d'équipements. Alors, c'est ce qui s'est passé ce week-end. Oui, alors effectivement, là, on va attendre les investigations, mais le mode opératoire est totalement documenté sur le principe de ces rançongiciels. La promesse, c'est évidemment de mettre à disposition une clé de déchiffrement en échange du paiement d'une rançon. Ça, c'est globalement l'histoire telle qu'elle se déroule en principe. Et les entreprises payent les rançons. Alors, ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, une part des entreprises paye la rançon. C'est pour ça que c'est une activité profitable pour les attaquants. Elle l'est d'autant plus que le ticket d'entrée est assez limité au final parce qu'un seul individu, en tout cas un petit groupe, peut conduire des opérations à destination d'un grand nombre d'entités sur une zone géographique importante. Surtout que maintenant des gens élaborent des modes d'action offensifs et utilisent, en fait, mettent un peu comme des franchises ou en tout cas avec des supplétifs qui vont venir utiliser un outil qu'ils n'auront pas eux-mêmes développé mais qu'ils vont exploiter reversant un pourcentage, une redevance, un peu comme une cotisation, à celui qui aura élaboré le mode d'attaque initial. Alors, on ne sait pas là si Kaseya a payé ou va payer. Alors, là, pour l'instant, oui, effectivement, la seule chose, la particularité de Kaseya, vous l'avez dit, c'est un prestataire informatique dont le métier, précisément, est de centraliser le pilotage des systèmes d'imprimantes, des serveurs, des ordinateurs. Donc, en l'attaquant, par capillarité, ça amplifie de manière considérable le nombre de cibles et l'impact. Et dernière chose, ça a été, vous l'avez certainement noté, l'attaque a débuté juste avant le week-end prolongé du 4 juillet, période évidemment plus en relâche dans les organisations, les entreprises et les collectivités aux États-Unis. Donc tout est calculé, vous entendez. Bernard Benamou, qui sont ces hackers? Alors j'ai bien vu que ça avait été revendiqué, cette attaque par le groupe de Hackers Revel. Alors, le problème, à l'instant, il était question effectivement du caractère crapuleux. L'un des problèmes des rançongiciels, ransomware en anglais, voilà, c'est qu'on ne sait jamais de manière certaine quelle est l'origine de ceux qui l'ont fait et on ne sait jamais de manière absolue le motif. Il y a eu dans le passé, par exemple NotPetya, des attaques de ransomware qui étaient en apparence crapuleuses, mais qui avaient pour but d'affaiblir des pays. En particulier, effectivement, on l'a vu pour l'Ukraine et d'autres. Donc on se rend bien compte que là, on est face à ce qu'a dit d'ailleurs Joe Biden il n'y a pas très longtemps, on est face à des attaques de déstabilisation qui ne sont pas que économiques, qui sont clairement aussi politiques. Donc ce sont des Russes ou pas? Parce que pour l'instant, on n'a pas Pour l'instant, c'est ce qui semble être le plus évident.
La vraie question, c'est sont-ils pilotés de manière politique ou agissent-ils, entre guillemets, comme certains hackers patriotes, de façon soi-disant autonome? Ce sera une des questions qui se poseront. Joe Biden a fait le distinguo dans ses dispositions en disant, même si on peut envisager que des équipements, des infrastructures localisées sur le territoire de la Fédération de Russie ont été mis à contribution, ça ne signifie pas forcément que les autorités russes sont partie prenante pour susciter, organiser, faciliter. La seule chose, c'est que maintenant, il faudra qu'elles montrent leur bonne volonté dans la coopération policière et judiciaire internationale. On en parlera un petit peu plus tard. Peut-être que Vladimir Poutine n'est pas derrière tout cela, mais bon, on ne sait pas encore tout à fait. Raina Stambolinska, vous nous avez rejoint. Vous êtes une experte en cybersécurité, auteure de La face cachée d'Internet. Bonsoir à vous et bienvenue. Comment font-ils, ces hackers, ce groupe de hackers Revol? J'ai vu qu'on parlait d'un comportement de cheval de Troie. Je trouve ça assez intéressant. D'abord, bonsoir. Merci pour l'invitation. Pour répondre à votre question, il y a de très nombreuses façons de faire. Nous, en tant que défenseurs, dans ces situations-là, on est dans la situation très difficile de devoir défendre partout, alors qu'en face, les cyberméchants, si on veut dire ça comme ça, sont dans la situation d'avoir de la chance une fois. Là, en l'occurrence, pour Kaseya, par exemple, vous avez clairement des problèmes de gestion de vulnérabilité, donc des technologies qui sont assez, on va dire, peu usitées en 2021. Et après, ce que disait Nicolas Arpagian tout à l'heure, par capillarité, ça s'est propagé en fait chez tous les utilisateurs finalement de Kaseya. Vous pouvez avoir des arnaques au président, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait passer pour un PDG ou autre, qui est quelque chose de beaucoup moins, qui est une arnaque en fait beaucoup moins spectaculaire peut-être que par rapport à un rançongiciel, mais qui semble en tout cas générer beaucoup plus de bénéfices à des groupes on va dire d'obédience crapuleuse que le rançongiciel aujourd'hui. Vous avez les fameuses pièces jointes vérolées sur lesquelles on clique alors que ça on connaît. On n'en a pas vu. Voilà. Un moyen assez classique. Est-ce qu'il se développe? Est-ce qu'il y en a de plus en plus de ces groupes? Oui, dans le sens où le ticket d'entrée est très peu cher, finalement. La barrière à l'entrée, notamment lorsque la motivation est opportuniste et crapuleuse, cette barrière à l'entrée, en fait, elle est très basse. Donc, on arrive rapidement, si vous voulez, à rentabiliser en fait, son investissement, on va dire, de départ, de ticket d'entrée dans ce monde délinquant, finalement. Et après, comme d'habitude, on a transposé beaucoup de nos usages, on va dire, hors ligne. On les a transposés aussi en ligne, en partie en raison de la situation sanitaire. Ce qui, en fait, prouve encore une fois que le numérique a cette capacité d'amplification de démarches mafieuses, délinquantes, criminelles qui existaient avant et qui aujourd'hui effectivement se retrouvent x10, x100, largement amplifiées. Jean-Marc Rickley, le président américain Joe Biden, on en parlait il y a un instant, a déclaré qu'il avait demandé au service de renseignement américain d'enquêter justement sur cette dernière cyberattaque. Si cette attaque s'avère être le fait des Russes, est-ce qu'il doit réagir contre Vladimir Poutine, Joe Biden? Est-ce qu'il est sous pression? Est-ce qu'on se retrouve là dans de la géopolitique finalement? On est complètement dans de la géopolitique. Le problème du domaine cybernétique, c'est l'attribution. Et donc, même si on peut prouver que ça pourrait venir de Russie, est-ce que ça provient d'acteurs indépendants qui sont sur territoire russe? Est-ce que ça provient d'acteurs qui dépendent du gouvernement russe? Ou est-ce que ces attaques proviennent d'autres acteurs qui se font passer pour qui auraient des attaques auraient débuté sur son russe. Et c'est si difficile de remonter le fil? Alors, c'est un des problèmes clés de l'espace cybernétique. Et donc, pour en revenir à Biden-Poutine, au début du mois, il y a donc eu la rencontre Biden-Poutine à Genève. Et l'un des domaines qui a été mentionné par Biden, c'est notamment le fait qu'il aurait mentionné à Poutine le fait qu'il y a 16
domaines, si vous voulez, 16 catégories d'infrastructures critiques qui devraient être hors de portée des attaques, des attaques russes. Donc on voit que ça devient un sujet hautement politique. Je pense que si les Américains peuvent prouver que le gouvernement russe est là derrière, il y aura probablement une riposte dans ce qu'on appelle le hack back, ou alors ils vont trouver un moyen de signifier aux Russes le fait qu'il ne faut pas qu'ils recommencent. Mais le problème, c'est vraiment l'attribution. Pourquoi, Nicolas Arpajon, les États sont-ils si vulnérables? On n'a pas anticipé cette menace? Alors là, ce sont des entreprises. Pourquoi? Parce qu'elles ont souvent opté pour... États et entreprises. Alors, en fait, ils ont opté pour la numérisation. Parce que les États devraient protéger les entreprises. Bien sûr. Alors, non, les entreprises... Alors, en fait, ils le font par la réglementation. Les États, lorsque Joe Biden a fait ou aurait fait cette liste d'infrastructures critiques, au fur et à mesure, les pays, c'est le cas déjà avec le président Obama, le président Trump avait publié ce qu'on appelle des executive orders, c'est-à-dire des textes exécutifs permettant justement d'établir des obligations concernant des domaines d'activité qu'on considère comme vitaux pour la continuité de l'activité nationale. Ce sont des domaines civils, mais qui par contre, s'ils devenaient défaillants, que ce soit les télécommunications, la banque, la santé, l'alimentation, l'eau, l'énergie, et donc on a au fur et à mesure, la France également s'est dotée d'une réglementation, et donc une des réponses... On voit bien qu'il y a des failles dans le système. Alors bien sûr, parce que la difficulté, c'est que le système informatique est un système humain, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément été conçu originellement avec une culture de robustesse. Prenez l'exemple dans l'industrie aéronautique, on ne met pas un avion en l'air et surtout on ne commercialise pas cet avion tant qu'on n'est pas certain d'un taux de garantie de sécurité frôlant les 100%. L'industrie informatique s'est créée justement sur l'apprentissage et l'amélioration en continu. C'est-à-dire que structurellement, l'informatique comporte des défaillances, des faiblesses, des failles. Donc on est dans une amélioration continue. La seule chose, c'est que ce numérique, il est aujourd'hui dans le domaine industriel, dans le domaine commercial, dans le domaine de la santé, de l'énergie. Et donc, effectivement, on a démultiplié l'exposition au risque. Il y a une vraie vulnérabilité, Bernard Benamou, tout de même. On est de plus en plus dans le numérique, de plus en plus maintenant on va passer au 5G. Ça va affecter, je dirais, le quotidien de tout un chacun. Et il y a une vulnérabilité absolument énorme. C'est l'objet même du rapport que nous venons de rendre dans le cadre de l'Institut sur les questions de souveraineté numérique et d'Internet des objets, qui est notre futur, puisqu'on a connu l'Internet mobile. Maintenant, on va être dans un Internet sur tous les objets qui nous environnent. Et évidemment, on se rend compte non seulement de notre vulnérabilité en tant qu'individu, mais en tant que société, puisque maintenant, il est possible, au travers de ces nouveaux outils que nous utiliserons, les voitures connectées, les systèmes de transport connectés, il est possible d'avoir une attaque extérieure qui ne porte pas que sur l'argent, puisque vous citiez effectivement les rançongiciels, mais sur les attaques physiques contre des personnes. On a, dans le cadre d'un rapport que nous avons rendu au ministère de la Défense, on a établi qu'on pourrait avoir une attaque quasiment de type arme de destruction massive à coût zéro ou à coût marginal, sans même qu'il soit besoin de poser un pied sur le territoire ennemi. On est dans un registre véritablement inquiétant. Les experts en cybersécurité comme Bruce Schneier aux États-Unis disent qu'on a collectivement à prendre en compte des scénarios de plus en plus noirs. Et évidemment, il y a eu effectivement, ce qui était rappelé à l'instant, il y a eu une sorte de laisser-aller en termes de sécurité où l'utilisateur était un petit peu ce qu'on dit dans nos métiers, le bêta-testeur de toutes ces solutions technologiques. Quand l'utilisateur est une entreprise qui transporte des gens ou un système de santé qui peut interagir sur une pompe à insuline ou sur un pacemaker, on est là dans un tout autre registre. Et donc, il y a nécessité, ce qu'a reconnu l'Union européenne il y a quelques mois, d'une véritable régulation sur les nouveaux systèmes de sécurité de ces nouveaux objets, au-delà des systèmes comme SolarWinds qu'on a vu pour les entreprises, ou comme Microsoft Exchange qui a été lui attaqué apparemment par les Chinois. Donc on en parlera d'ailleurs dans cette deuxième partie. Reina Stamboliska, on a aussi l'impression qu'il y a une sorte de frontière poreuse entre ces hackers, ces bandits, si je puis dire, et les services secrets des différents pays qui recrutent finalement aussi une partie de ces hackers. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de frontière poreuse ? C'est toujours délicat de porter un jugement en direction de comment en fait tel pays ou telle entité recrute ses employés finalement. La question en fait, si vous voulez, elle est qu'on arrive dans une situation où la coercition en fait se déploie de façon très diverse. Et avec les rançongiciels, on a en fait un cas qui est littéralement celui-là. Au-delà de l'aspect financier, on a l'aspect vraiment de je te force à faire quelque chose, ou en tout cas je t'empêche à faire quelque chose parce que moi je veux que tu fasses autrement. Et donc il y a cet aspect-là, et Bernard Benamou le rappelait à l'instant, malheureusement en fait la violence vis-à-vis des individus, elle est déjà là.
parce qu'on a eu une situation similaire en fin d'année dernière en Finlande, où en fait les données de patients de soins psychologiques psychiatriques ont été en fait pour certaines publiées en ligne, et les individus eux-mêmes, donc des personnes déjà en situation de vulnérabilité, ont été en fait victimes aussi de chantage de payer X milliers d'euros pour que en fait, leurs données ne se retrouvent pas. Et en fait, certaines personnes, certains patients ont payé. Après, en fait, une fois que ce cas a été porté un peu au vu et au su de tout le monde, si vous voulez, la communauté des gens comme nous, des défenseurs, en fait, s'est mobilisée pour justement empêcher ça. Mais ce cas-là, en fait, rejoint justement cette idée de l'objectif crapuleux est évident et facile à atteindre, mais en fait, comment est-ce qu'on structure plus loin? Comment est-ce qu'on organise plus loin, en fait, un monde où les tensions politiques, géopolitiques, économiques, etc., en fait, finalement, inondent vraiment le monde, le cyberespace, quoi, le monde numérique, qui en fait fait partie intégrante de nos vies. Donc c'est pour ça, en fait, que quelles que soient les façons de recruter des gens, etc., ça appartient à chaque service de renseignement. Je suis personne pour juger de ça, mais en fait, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se plante de cible. La cible, elle est comment, en fait, on encadre et comment on prévient et comment on contient ces tensions-là, géopolitiques, géostratégiques, aujourd'hui, pour pas qu'en fait, elles nous pètent à la tronche demain, si vous me permettez. On en parlera dans la deuxième partie. Il me reste 1 minute. Jean-Marc Ricli, que risquent-ils aujourd'hui, ces hackers? On en retrouve un certain nombre. Il faudrait déjà qu'ils soient identifiés. Après, s'ils sont basés en Russie, ils ne risquent rien, car on sait qu'ils sont protégés par le pouvoir, et donc il y a quasiment, ils risquent quasiment rien. Ce qui pourrait leur arriver, c'est que ce qui s'est passé il y a quelques mois, c'est que les services américains envoient des signaux clairs à ces hackers. C'est notamment passé avant les élections américaines, où les États-Unis ont envoyé des signaux clairs pour leur dire: si vous interférez dans les élections américaines, on vous connaît, on aura les moyens d'avoir des représailles contre vous. Mais dans les faits, s'ils ne quittent pas leur pays, ils ne risquent pas grand-chose. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Vous restez avec nous, on se retrouve après une courte pause. RFI et France 24 vous proposent le grand rendez-vous politique de la semaine. Une personnalité, les grands thèmes qui font l'actualité du moment. Des interviews politiques menées par Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière dans Mardi Politique. À écouter sur RFI et à voir sur France 24 et france24.com. Un Fox, non féminin. Fausse information, ensemble de procédés contribuant à la désinformation du public. À France 24, notre travail est de vous donner une information de qualité. Notre rigueur, notre indépendance nous permettent de discerner le vrai du faux. Avec Info ou Intox, apprenez à repérer par vous-même les fausses images sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, dans Contrefait, on débusque les fausses nouvelles qui concernent l'Europe. On vérifie, on rectifie. Au quotidien, sur le site d'Info Migrants, nous combattons les rumeurs propagées sur les réseaux sociaux sur la réalité de la migration. France 24, l'info certifiée. Liberté, égalité. Système d'eau. Bien sûr, le principe est une chose, il doit être étayé par la pratique. Les pays responsables doivent prendre des mesures contre les criminels qui mènent des activités de rançongiciel sur leur territoire. Nous avons donc convenu de confier à des experts de nos deux pays le soin d'élaborer des accords spécifiques sur ce qui est interdit et d'assurer le suivi des cas particuliers qui proviennent d'autres pays, de l'un ou l'autre de nos pays. Nicolas Arpajon, alors est-ce qu'on peut effectivement réguler tout ce domaine qui semble s'agrandir, comme Joe Biden vient de le dire, en définissant un certain nombre de secteurs, peut-être des secteurs clés? En tout cas, ça fait longtemps qu'on en parle. En fait, ça a été initié dans le cadre des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies a initié à partir de 2003 un sommet mondial sur la société de l'information, considérant justement que
le numérique était une espèce de patrimoine commun, comme on avait fait le sommet de Rio, le sommet de Kyoto, se dire après tout, il faut des règles qui dépassent les questions régionales, les questions politiques, locales en quelque sorte. La seule chose, c'est que ça n'a jamais abouti parce que, en fait, il n'existe qu'un seul texte vraiment international en matière de cybersécurité. C'est une convention du Conseil de l'Europe, une convention de novembre 2001, consacrée justement à la lutte contre la cybercriminalité. C'est le seul texte où on a aussi bien les États-Unis que des pays européens, que des pays d'Afrique. Alors évidemment, la Russie, la Chine n'en font pas partie, mais on a fait un texte. Et les États, en fait, apprécient ou apprécié jusqu'à présent, de pouvoir évoluer dans un environnement où on s'affranchit du droit international. Le droit des conflits armés a codifié le droit de la guerre. On a désormais, évidemment, les femmes, les hommes se font la guerre depuis des siècles, mais on a codifié désormais à Genève, enfin avec les conventions de Genève, le droit de la guerre. Et c'est vrai que maintenant qu'on peut mettre en cause la responsabilité de chefs d'État dans le cadre de la Cour pénale internationale, en fait, on avait un peu l'impression que les chefs d'État appréciaient d'avoir cet endroit où, en fait, il y a un droit théorique, mais il n'y avait pas la capacité de poursuite tel qu'on le fait. N'empêche, le président Biden l'a évoqué, vous aviez mentionné en ouverture le piratage d'une infrastructure pétrolière aux États-Unis. Bon, il n'empêche que manifestement, l'administration américaine, alors elle s'est peut-être affranchie de certaines règles de droit, est allée faire fermer des serveurs informatiques, à récupérer une partie des rançons payées, et ça dans un délai extrêmement bref, qui colle mal avec les aléas de la coopération policière et judiciaire internationale. Donc là, manifestement, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Que des services de renseignement ont été à la manœuvre, que le département d'État s'est agité et que quelques opérations un peu musclées ont été mises en place dans le cyberespace de manière à donner un signal en disant ne venez pas arrêter de conduire ce type d'opération parce que toucher au pétrole et à la distribution du pétrole aux États-Unis, ça c'est stratégique. Étape suivante, ce que le président Biden dit, bon maintenant vous ne pouvez pas dire vous ne savez pas et sur ces sujets-là, on sera vraiment Qui avait attaqué ces pipelines ? Ah alors là, pour l'instant justement, n'avoue jamais. Par contre, vous voyez bien que c'est désormais, c'est une nouveauté, le fait qu'à l'agenda de deux chefs d'État qui ont un agenda limité, un temps très contraint, le fait que la cyberattaque soit au programme, là, à n'en pas douter, ça démontre la prise de conscience vitale de cette dépendance numérique. Bernard Benamou, vous êtes d'accord ? Est-ce que finalement le cyberespace devient aussi important que le nucléaire ? Ah mais totalement. Je reviendrai sur un point, puisqu'il a été évoqué un sommet qui m'est cher, puisque j'étais à l'époque Sherpa de l'ambassadeur de France lors du sommet des Nations Unies, donc sur la société de l'information. Il ne décidait pas des questions de cybersécurité. À l'époque, c'était essayer de déterminer la gouvernance des infrastructures critiques de l'Internet. C'était ça qui était à l'origine. Voilà, parce qu'on était dans un message de paix et c'était voilà, on était dans l'après. On était dans les télécoms. C'était l'UIT qui était à la manœuvre et il s'est trouvé effectivement que les pays souhaitaient effectivement organiser une sorte de Yalta du pouvoir sur les infrastructures critiques. Les questions de cybersécurité sont venues beaucoup plus tard. Et je voudrais revenir sur ce point en termes de régulation internationale. Il faut bien avoir conscience que le droit international, puisque le terme a été prononcé, c'est une construction mentale. Parce qu'à un moment donné, sur ces questions, c'est d'abord des rapports de force. Vous venez de le dire d'ailleurs, c'est d'abord un rapport de force. C'est d'abord un rapport de force technologique, industriel et politique et militaire. Et c'est de ça, effectivement, vous parliez tout à l'heure, vous posiez la question, est-ce que c'est aussi important que le nucléaire ou que les autres infrastructures militaires ? À l'évidence, aujourd'hui, c'est un terrain de guerre. Et c'est un terrain de guerre beaucoup plus accessible dans des rapports asymétriques du faible au fort que ne l'étaient effectivement des guerres traditionnelles. Et donc malheureusement, nous n'avons pas pris la mesure assez tôt du besoin de régulation et on se rend compte au travers de la régulation des plateformes, des grandes plateformes aujourd'hui de l'Internet, qu'on a en gros 10 ans de retard sur la régulation dans ces domaines. Et ces 16 secteurs dont parle Joe Biden, ils vont effectivement être une sorte de première définition d'une zone régulée ? Disons, c'est essayé à minima. Alors certains, parmi les républicains américains, ont accusé Biden d'en choisir 16, sous-entendu d'abandonner tous les autres. C'est un conflit politique traditionnel. Mais fondamentalement, je dirais, c'est une prise en compte au plus haut niveau et un affichage au plus haut niveau qui est bienvenu, après effectivement que l'administration américaine ait pendant longtemps nommé des cyber-tsars ou cyber-czars, c'est-à-dire des gens qui étaient chargés de la sécurité à l'échelle fédérale et internationale. Je pense qu'on atteint un niveau nouveau d'interaction politique. Je pense qu'aujourd'hui, le message en direction de Poutine est plus clair qu'il ne l'a jamais été. Il y en a 12 en France. En France, voilà, il y a une loi de programmation militaire et une directive européenne établit également ces secteurs d'activité. Donc, au fur et à mesure, toutes les plaques géographiques ont déterminé ce qui était vraiment critique, ces secteurs d'importance vitale ou de services essentiels. Renia Stamboliska, les États, d'après vous, peuvent-ils ramener un peu d'ordre ? Est-ce qu'ils vont jouer le jeu ? Et quid de la Chine ? Parce que la Chine aussi est leader, il me semble, tout de même, dans ces technologies. Oui, tout à fait. En fait, ce qui vient d'être dit
traduit, si vous voulez, à la fois le fait que pour beaucoup, la cybersécurité est devenue un sujet régalien, donc quelque chose qui est au même titre que la défense du territoire, la justice, etc. Donc qui ne se décide pas en fait en un claquement des doigts parce qu'on va faire une réunion. Et c'est aussi ça qui fait qu'il est aussi difficile que ça finalement d'arriver à un consensus de normes, de règles d'engagement, etc. au niveau international. Parce que Nicolas mentionnait, ou Bernard Benamou mentionnait la directive Nice au niveau européen, par exemple, qui est en révision et en discussion en ce moment, qui justement vise à fournir ce socle de règles d'exigence de cybersécurité en direction d'un nombre toujours croissant en fait, de secteurs dits essentiels, donc à la survie de la société. On est au-delà de vital, la nation, etc. Et en fait, ce genre de discussion est éminemment politique. La façon dont moi, je vais gérer les choses dans le pays dont j'ai la charge est très différente de la façon dont mon voisin va faire ces choses-là. À qui je vais confier quel type d'action, d'activité, etc. En fait, ça se discute, en fait, ça se négocie de manière très différente d'un pays à un autre. Donc, imaginez ça, cette négociation permanente-là, que nous faisons à 27 au sein de l'Union européenne, imaginez-la à l'échelle de 200 et quelques pays au niveau international où vous avez en fait ces différences-là sont encore une fois à une puissance beaucoup plus importante. Donc c'est impossible en fait, c'est ce que vous dites, à moins de mettre en... Ce n'est pas impossible, ça prend du temps et en fait, mais on a besoin aussi de cette négociation-là parce qu'on n'a pas du tout les mêmes histoires, les mêmes références, etc., de ce qui est à protéger, de ce qui est vital pour nous, etc. Donc, il faut joindre absolument, on est arrivé justement à un niveau où l'outil numérique en soi, c'est bon, on sait faire. Maintenant, en fait, il faut joindre des paroles à ces réalités opérationnelles-là et en fait dire, OK, en fait, quand vous participez à la chaîne d'approvisionnement numérique de tel et tel acteur d'importance essentielle ou vitale, vous ne pouvez pas, en fait, vous permettre de ne pas corriger des vulnérabilités qui ont été découvertes il y a je ne sais pas combien de mois. Donc, il faut protéger. Donc, vous n'allez pas. Il faut à un moment donné, encore une fois, avoir un peu une posture un peu plus assertive de part non seulement des États individuels, mais également au niveau international, de façon en fait à ce que nous, en tant que société globale et globalisée et connectée, on puisse avancer. Parce qu'en fait, on est tous utilisateurs final de quelqu'un. Jean-Marc, tout à fait. Jean-Marc Ricli, est-ce qu'il y a une nouvelle guerre effectivement entre les États-Unis, la Russie et la Chine, et l'Europe d'ailleurs dans tout ça, où se place-t-elle? Est-ce qu'effectivement on peut croire tout de même à un ensemble de discussions multilatérales, voire bilatérales entre la Russie et les États-Unis pour faire avancer cette réglementation, cette régulation? Il faut différencier s'il y a une nouvelle guerre ou s'il y a une compétition. Il y a une compétition internationale, ça c'est clair, qui est en train de se réguler de manière multilatérale, notamment à Genève à travers des discussions dans des groupes gouvernementaux d'experts, où ils sont arrivés à une conclusion comme quoi le droit international s'appliquait en cas de conflit armé dans le domaine cybernétique. Ça se règle aussi en bilatéral avec ce que vous avez mentionné, le sommet Biden-Poutine. Maintenant, la question, c'est dans quelle mesure ça transforme la guerre. Et ce qu'on voit, c'est que l'espace cybernétique est un espace d'évolution militaire en tant que tel. Et ce qui le distingue par rapport à d'autres, c'est que vous avez une incapacité d'empêcher la prolifération des armes cybernétiques. Une fois que vous avez écrit une ligne de code, c'est quasiment impossible de l'empêcher de proliférer. On l'a vu dans le passé, par exemple, la première arme cybernétique qui a été inventé, c'était un virus qu'on appelait Stuxnet, qui a visé les capacités iraniennes nucléaires, et ça a fait détruire, si vous voulez, les centrifuges. Alors, que voit-on dans cet espace et dans le domaine de la guerre? Eh bien, on voit que de plus en plus, la technologie, parce que dans le domaine digital, elle devient de plus en plus autonome, elle peut être utilisée
comme un supplétif. Pourquoi? Parce qu'elle permet ce qu'on appelle le déni plausible, c'est-à-dire qu'elle permet à un État ou à un acteur de s'engager dans un conflit, d'exercer de la coercition, d'exercer de la violence, sans pouvoir prouver qu'en effet, c'était l'acteur en question. Et donc ça, c'est un outil très, très, très important. Et ce qu'on voit qui est dangereux et qui devrait faire réagir nos dirigeants, c'est que ce type d'armes cybernétiques, elles ne sont plus seulement les prérogatives des États, mais aussi des acteurs non étatiques et même d'individus. Et oui. ça augmente la puissance des individus. Donc ça veut dire, Nicolas Arpajon, qu'on pourrait avoir une sorte de terrorisme dans le cyberespace, ça c'est possible. Alors en fait, on a même été étonné dans la période des 5 années que nous avons traversées avec des attentats, où à un moment, effectivement, il y a eu une interrogation de savoir si des organisations terroristes allaient utiliser l'arme cyber. Ça n'a pas été le cas. On a eu des appels ou, comment dire, pour défacer, modifier les pages d'accueil de sites internet, ce qui est techniquement extrêmement abordable, qui était plus un élément d'agite-propre. Par contre, on a vu certainement les organisations qui utilisaient l'arme numérique pour récupérer des financements, de manière à pouvoir avoir leur activité monnayée. Mais par contre, effectivement, ça n'a pas encore été utilisé. Mais il n'y a aucune raison objective que ça ne soit pas le cas à l'avenir. Donc dans cette guerre technologique, Bernard Benamou, qui sont les plus forts? Donc c'est la Russie, les États-Unis, la Chine. Dans l'ordre inverse, c'est-à-dire États-Unis d'abord, la force technologique et l'expertise est d'abord américaine, après effectivement la Russie. Alors il y a eu un rapport tout récent qui vient d'être rendu au service américain disant que la Chine était très nettement surévaluée dans ces domaines. Peu importe, par définition. Alors c'est très difficile à mesurer, mais en tout cas, par définition, on se rend bien compte que quand ils ont des plateformes avec, je dirais, une puissance comme celle des grandes sociétés chinoises, Alibaba, Huawei, etc., par définition, l'expertise qui peut se développer dans l'écosystème autour est largement suffisante pour créer des dommages. Et on l'a vu, parce qu'il faut remarquer aussi que les États utilisent maintenant ces moyens aussi à des fins d'espionnage. Récemment, les serveurs de Microsoft Exchange ont été largement affaiblis par effectivement des systèmes de failles qui ont été utilisés par apparemment les services secrets chinois. Donc par définition, je dirais que la porosité entre la sphère crapuleuse que nous évoquions au tout départ et les renseignements, elle est totale dans ces domaines. Et les mêmes outils peuvent être utilisés dans un cas à des fins géopolitiques ou stratégiques et dans d'autres cas à des fins crapuleuses. Donc ça rend la régulation beaucoup plus compliquée. Ça rend la régulation beaucoup plus compliquée. Il n'y a pas de solution absolue. Je citerai une phrase peu avant son décès d'un certain Steve Jobs, qui disait « La cybersécurité, c'est un jeu du chat et de la souris. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais qui est le chat et qui est la souris. » Et il le disait alors même qu'il était à la tête d'une des plus importantes sociétés de la planète. Donc on voit bien que c'est une inquiétude constante, mais je pense que, et d'un point de vue de régulation et d'encadrement, on en a parlé, et d'un point de vue de sensibilisation, et je pense effectivement qu'on est très loin dans ces domaines, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de danger absolu et il n'y a pas de solution absolue. Je pense que les deux malheureusement, sont vrais. Mais c'est une arme puissante, Renia Stamboliska. Est-ce que dans cette compétition technologique, il peut y avoir, je dirais encore, de la surenchère? J'ai vu qu'on parlait d'ordinateurs quantiques. Alors, est-ce que ça a à voir avec encore une puissance de feu plus importante, les recherches autour des ordinateurs quantiques? Est-ce que ça va rendre effectivement celui qui aura ces ordinateurs encore plus puissants que les autres? Est-ce qu'on va vers une puissance de feu encore plus forte? Oui, la suprématie technologique, la course à la suprématie technologique est un vrai sujet. Et j'aimerais juste, en fait, qu'on replace les choses aussi dans la dimension paix. Jusqu'à présent, en fait, on a beaucoup parlé de temps de guerre. Or, heureusement pour nous, tous et toutes, ça fait en fait des décennies qu'on vit en temps de paix. Et toute la difficulté de tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à présent, elle est d'autant plus en fait augmentée qu'on parle aujourd'hui de tous ces événements qui surviennent en temps de paix. Or, jusqu'à présent, les doctrines qu'on a vues apparaître côté américain, côté chinois, côté russe, etc., concernent notamment le temps de guerre. Donc, et c'est là où on arrive aussi à la question que vous posiez tout à l'heure, de l'attribution, de la difficulté de dire en fait qui est coupable d'avoir commis quelque chose. Les coupables vaut toujours mieux les nommer que les chercher. C'est beaucoup plus simple. Mais surtout, ça traduit si vous voulez, une vision politique. Il n'y a jamais de fumée sans feu.
Et là, en fait, quand on pointe le doigt vis-à-vis d'un autre État et qu'on dit c'est machin qui a fait ça, là, ce qu'on traduit, en fait, c'est une tension qui existe, sans pour autant, en tout cas pour l'instant, que ça se traduise, si vous voulez, que ça bascule dans une déclaration de guerre, on va dire, un peu plus classique. Il peut y avoir représailles, par exemple. Tout à fait. Et en fait, la question, par exemple, et en fait, toute la difficulté, encore une fois, de négocier, en fait, comment on répond, qui est le chat, qui est la souris, dans chaque situation, elle vient aussi parce que, en fait, on a cette histoire de quelle proportionnalité, comment est-ce que je qualifie cette action-là, sachant que la seule chose que je puisse faire, c'est en fait déclarer, basé sur je ne sais pas exactement quoi d'un point de vue public, que machin a fait ceci ou cela. Enfin, on est quand même dans le rapport de force. Il nous reste 2 minutes, pardon, je vous interromps. Je voudrais quand même conclure avec Jean-Marc Ricli. L'Europe, justement, eh bien, on parle des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Où se place-t-elle d'un point de vue technologique? C'est encore un nain? Alors, dans le domaine de ces technologies-là et des technologies émergentes, on n'a pas parlé d'intelligence artificielle. En effet, l'Europe est à la traîne, ce qui est un peu un paradoxe, parce que la plupart des chercheurs dans ces domaines sont européens, mais après, ils s'expatrient notamment aux États-Unis. Ce qu'on n'a pas discuté et qui est à noter quand même, c'est que lors du dernier sommet de l'OTAN, d'il y a quelques semaines, 2 semaines en arrière, les dirigeants de l'OTAN se sont mis d'accord pour élargir l'étendue de l'article 5, qui est un article de défense collective, au domaine cybernétique. Et donc, l'année prochaine, l'OTAN va publier un nouveau concept stratégique et probablement la dimension cybernétique fera partie du domaine réservé, si vous voulez, où si on attaque un État membre de l'OTAN dans ce domaine-là, eh bien, ça pourra amener à une réponse collective de la part des États membres de l'OTAN. Et donc là, automatiquement, les États européens sont concernés par ce qui se passe et l'Union européenne également. Ça va être difficile en tout cas à mettre en œuvre. Je vois le sourire de Bernard Benamou et Nicolas Arpagian sur ce plateau. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette émission par Skype de Genève. Jean-Marc Ricli, également Renia Stamboliska, Bernard Benamou bien sûr et Nicolas Arpagian. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec